Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Un continent grand comme un étang. L'Amérique fut d'abord pour moi, enfant, une chanson de Jodassin au refrain entêtant. C'était une sorte de territoire imaginaire, mythologique, un pays de cocagne, aimantant à lui ceux qui ne pensaient pas pouvoir réaliser sur le vieux continent leurs rêves et leurs destins. Je voyais bien sur ma map monde que les États-Unis existaient géographiquement, mais rien n'y faisait. Aussi vaste soit-il, ils ne pouvaient contenir en leurs frontières tout ce que j'y mettais. Pourtant, en grandissant, il me fallut me rendre à l'évidence. C'est bien là qu'aborde le Mayflower, que Tintin lutte contre la pègre, que Woody Allen est amoureux d'Annie Hall, que Starsky et Hutch demandent à Huggy de leur refiler ses bons tuyaux, que la vie est belle selon Frank Capra, que l'on prend de strange fruits aux arbres à des sorcières à Salem, que l'on se rue vers l'or, que Huckleberry Finn et Tom Sawyer font les 400 coups sur les bords du Mississippi, que jazz John Coltrane ou Paul Desmond, qu'Acab affrète le Pécode, que Todd Browning montre sa grande parade, que Kennedy et Lincoln sont assassinés, que Neil Armstrong revient après avoir fait son grand pas pour l'humanité, que Lenny tue involontairement son chiot puis la femme de Curley, que John Cash et Bob Dylan évoquent une fille du North Country, que Grant Wood peint sa sœur et son dentiste en paysan à la fourche, que Howard Phillips se rend à la bibliothèque de Providence pour lire le journal dans le fauteuil dans lequel s'était assis avant lui Edgar Allan, que Sacco et Vanzetti rest forever here in our hearts. On se souvient que dans le film de Peter Weir, Le cercle des poètes disparus, le professeur Keating harangue ses élèves avec la célèbre apostrophe « Ô capitaine, mon capitaine » que Walt Whitman lançait à Abraham Lincoln. Mais se souvient-on que le dit cercle ressuscité commençait chacune de ses réunions en citant cette phrase « Il faut sucer la moelle de la vie ». Pour moi, ce fut une révélation. D'un seul et même coup, je venais d'entendre pour la première fois ou presque les noms de Walt Whitman et Henry David Thoreau. Dès la fin de la séance, je suis entré dans une librairie pour acheter Feuilles d'herbe et Walden. J'avais 20 ans et c'est ainsi que les choses ont commencé, sans imaginer où elles m'entraîneraient bien des années après. Voici un extrait d'un texte de Thierry Gilliboeuf. Il est romancier et il est traducteur. On aura d'ailleurs dans la suite de ce texte une page inédite du journal d'Henri David Thoreau. Et je vous signale simplement ce livre, Conseil de lecture pour les vacances, publié par Chêne avec l'aide du Théâtre National Populaire. Un certain nombre de poètes qui vont de Caroline Carlson à Brice Mathieu-San ou encore Jean-Pierre Siméon. États-Unis, poésie transatlantique, état provisoire du poème, c'est Chêne, c'est le numéro 18 et c'est un formidable conseil de lecture. C'est des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Jean Houry, psychiatre, psychanalyste, 1924-2014. Il dirige jusqu'à sa mort la clinique de la Borde, fondée en 1953. Entrée, ici la folie a tous ses droits. Martine Daire, documentariste, a longtemps écouté l'homme de la psychothérapie institutionnelle. Le sous-bois des insensés, une traversée avec Jean Houry. Un film et la parole lumineuse et accueillante d'un vieux monsieur, toujours aussi radical, toujours en délicatesse avec des tutelles si normatives. Daire maîtrise remarquablement son sujet, une histoire où l'on croise le poète Éluard, le philosophe et médecin Canguilhem, le dadaïste Tzara ou l'aliéniste Bonafé. La folie gagne ici toute son humanité et c'est tant mieux. Le Godard du pixel, ce n'est pas rien d'être ainsi surnommé. Lui se veut artisan, réputation de gros travailleur. Il est créateur de jeux vidéo, option « Faites-vous votre propre film ». À chacun sa fin et son scénario, adrénaline et émotion garantie. David Cage est de Mulhouse, mais l'anglais est de tous les titres. Il fonde Quantic Dream, c'est le nom de son usine de 200 salariés. Fahrenheit, Heavy Rain régale les joueurs. De 7 à 77 ans, va savoir, mais ça se vend comme du petit pain. Detroit, Become Human, 2 millions d'exemplaires vendus, avec repérage dans la ville américaine et automobile sinistrée.
et casting à l'avenant avec numérisation de vrais acteurs, humain, quand le cinéma devient androïde ou robot, c'est selon. Musique également dans cette émission avec Vodou Game et Peter Solo, dernier album Autodie, beaucoup d'énergie, humour certain. C'est Démons de minuit, entrez, vous êtes chez vous. Martine Derès, bonjour. David Cage, bonjour. Bonjour. On pourrait dire Cage, hein, parce que... On va dire Cage en français. Mais en anglais aussi... c'est l'avantage, ça marche dans les deux langues. Ça marche dans les deux langues. Hein. À l'un et à l'autre, je voulais demander comment vous définiriez, mais plus précisément, d'où vous venez, quel est votre parcours? L'une est documentariste, l'autre est, allez, je vais dire, poncif absolu, l'un des papes du jeu vidéo en France. Hein, mais ça vous vient d'où? Petit, vous avez commencé comment l'une et l'autre? Vous avez commencé comment avant de vous intéresser aujourd'hui à la psychiatrie, à l'histoire de la psychiatrie, une discipline qui est en grand danger actuellement, notamment en France. Mais au départ, il y a quoi? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'aviez-vous envie de faire quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, j'ai commencé par faire une école de théâtre. Voilà, je l'ai faite. Après, j'ai joué un peu, mais j'ai fait beaucoup d'ateliers en prison, en hôpitaux, en service d'alcoolologie. Et de là, j'ai bifurqué vers le documentaire. Parce qu'il y avait un rapport au réel qui me correspondait plus. Et donc ensuite, j'ai fait une école de cinéma. Et aujourd'hui, dans le documentaire, on va parler de la Borde, on va parler du docteur Houry, on va parler de Saint-Alban, qui est emblématique d'une psychiatrie quand elle est à l'écoute de son patient ou des personnes dont elle s'occupe. Et pour vous, David Cage, le parcours, c'est quoi? Vous êtes né dans l'Est? Je suis né dans l'Est, à Mulhouse, exactement, en Alsace. Et voilà, quand j'étais petit, depuis l'âge de 5-6 ans, j'aimais raconter des histoires. Donc j'inventais des histoires, j'écrivais ça dans des cahiers, je découpais des dessins dans des bandes dessinées que je recollais en réécrivant les dialogues pour raconter ma propre histoire. Et ensuite, je suis allé vers la musique. Puisque j'ai appris le piano classique vers l'âge de 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la musique avec des ordinateurs, avec des sampleurs, un peu vers l'âge de 12-13 ans, à faire de la musique avec des ordinateurs. J'ai eu une carrière musicale. Vous composez toujours pour vos jeux? Je continue ouais, de faire de la musique pour mes jeux. Et voilà, et de fil en aiguille, je suis devenu un joueur de jeux vidéo quand j'avais une dizaine d'années, puisque j'ai grandi avec ce média d'une certaine manière, qui est apparu à l'âge, quand j'avais 10-12 ans, réellement pour le grand public. Ça vous a déscolarisé? Non. Non, ça arrive, hein? Ça arrive. Non, c'était une époque où en fait les jeux vidéo, on les trouvait difficilement au milieu des rayons de logiciels de comptabilité dans les magasins. Il y avait des rayons entiers de logiciels de comptabilité, de gestion, et de temps en temps il y avait un jeu vidéo qui était perdu dedans. Ça s'appelait comment, par exemple, à cette époque-là? Oh, il y a un jeu qui s'appelle Barbarian de Psygnosis. Il y avait, enfin, c'est des noms qui vont. Il y avait l'Encore, il y avait Delphine, il y avait des tas de ça dira rien aux gens qui ont moins de 20 ans. Ça n'a rien à voir avec Capitaine Mario? Non, ça n'a rien à voir. Non, avant ça, c'était les jeux sur ordinateur. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai grandi dans la musique. J'ai commencé à faire de la musique pour les jeux vidéo. Et puis à un moment, je me suis dit, je connais les jeux vidéo, j'aime écrire des histoires. Est-ce que je ne peux pas mêler un peu ces passions-là? Et puis voilà, tout a commencé comme ça. C'était il y a 20 ans où j'ai fondé le studio Quantic Dream. Quand vous fondez ce studio, c'est une start-up? Ça s'appelle une start-up? Ah oui, absolument. On est parti de rien. Et c'était une époque où c'était pas très populaire. C'est-à-dire quand j'étais toqué à la porte des banques il y a 20 ans pour dire je voudrais monter mon studio de jeux vidéo, on m'a regardé comme un fou, quoi. On m'a dit oui, bien sûr, rappelez-nous quand vous aurez fait un succès, mais on va pas vous aider. Et en fait, j'ai eu la chance avec quelques amis de monter un prototype où on y croyait dur comme fer, et on s'est enfermé dans une toute petite salle pendant 6 mois en disant on a 6 mois pour faire un prototype. Moi, je voulais absolument les payer, donc j'avais gagné un peu d'argent à travers la musique, et je voulais que tout le monde soit rémunéré pour qu'on puisse travailler comme une vraie équipe. Et donc on a créé ce prototype, on est allé le montrer à des éditeurs anglais. Et il y a l'un d'entre eux qui s'appelle Eidos, qui produit Tomb Raider notamment, qui nous a dit banco, on y va. Et tout a commencé comme ça. Tout a commencé comme ça. Avant qu'on y revienne tout à l'heure, mais vous restez sur cette idée du jeu vidéo? Ou est-ce que ça pourrait s'appeler autrement?
Ça pourrait s'appeler cinéma-vidéo, par exemple, ou jeu cinéma. C'est un grand débat qu'il y a dans l'industrie du jeu vidéo, de savoir comment on s'appelle. Parce qu'on vous allume aussi, hein, de manière un peu facile, en disant « oui, il fait du cinéma, c'est pas du Oui, jeu ». bon, c'est des débats un peu d'arrière-garde, mais oui, le jeu vidéo, c'est une terminologie qui est un peu contrainte, pour des raisons historiques. Hein. Il y a des raisons historiques, c'était un jeu qui se joue sur un écran vidéo, donc c'est pour ça que ça s'appelle un jeu vidéo. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeux qui sont en fait des expériences interactives. Ça devient plus des expériences que des jeux. C'est pas nécessairement ludique. C'est pas uniquement pour s'amuser et se défouler. Ça peut aussi être porteur d'un peu plus de sens. Et moi, je fais partie de ceux qui appellent à réfléchir, à trouver un autre terme, parce que c'est vrai que ça devient un peu un terme fourre-tout dans lequel il y a beaucoup de choses, des choses qui sont aussi très différentes. Plus l'affect que l'adrénaline. C'est ce en quoi je crois, oui. Je pense qu'on peut créer des expériences interactives qui font plus appel au ressenti du joueur qu'à la frénésie de ses pouces, d'une certaine manière, appuyer vite sur le bon bouton, même si ce sont des jeux qui sont aussi intéressants. Mais le ressenti du joueur, c'est quelque chose qui est absolument passionnant, et l'interactivité ouvre des possibilités à ce sujet qui sont infinies. On détaillera ça tout à l'heure. Martine Derès, vous faites un film qui date de 4 ans maintenant, hein, puisque vous êtes entretenu très très longuement avec Jean Houry, psychiatre, sans doute l'une des figures emblématiques de la psychiatrie institutionnelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à cet homme-là? En fait, j'ai fait ce film, il n'était pas prévu au départ. Je travaillais sur l'hôpital de Saint-Alban et sur l'histoire de la psychothérapie institutionnelle qui est née à Saint-Alban pendant la guerre, pendant la Résistance. Et Jean Houry a fait son internat à Saint-Alban de 47 à 49, et il est celui qui, en France, a prolongé le geste saint-albanais en créant la clinique de la Borde. Donc il était vraiment emblématique de cette histoire-là, bien qu'il n'ait pas participé au fondement pendant la guerre. Il est arrivé juste après. Mais pour le film que je préparais sur Saint-Alban, il fallait que je le rencontre. C'était une rencontre importante pour moi. Il fallait que je sois prête à le rencontrer. J'ai mis beaucoup de temps. Je l'avais préparé. J'ai demandé à mon producteur d'avoir 3 jours entiers de tournage avec Houry. Donc c'était pas du tout une interview, c'était une vraie rencontre. On m'a autorisé à ça. Et à l'issue de ces 3 jours, on a filmé vraiment beaucoup. On s'est rappelé avec Houry dès le lendemain en se disant on continue. Et le producteur Alexandre Cornu a suivi et on a décidé de faire ce film pour laisser trace de sa pensée. Le sous-bois des insensés, une traversée avec Jean Houry. Comment ça se passe, cette rencontre avec ce vieil homme qui a une telle expérience de l'autre, dit fou ou prétendu fou, derrière lui? Qu'est-ce qui se passe entre votre jeunesse et son âge? Il a 90 ans et il est à l'article de la mort, enfin, il va mourir quelques mois plus tard. Comment ça se passe, cette rencontre-là? Elle s'est passée très simplement, en fait. Moi, je savais ce que je venais faire là, et lui m'a accueillie. Après, il était vieux parce qu'il parlait lentement, parce que son corps était vieux, mais c'était une grande jeunesse. Enfin, c'était une telle vivacité d'esprit que son âge n'était pas présent entre nous au moment de la rencontre. Par contre, son âge était présent dans les questions de travail, c'est-à-dire que filmer quelqu'un qui parle plus lentement que s'il était plus jeune, qui bouge plus lentement aussi, ça demandait de préparer un travail en cinéma qui accueillerait cette temporalité-là de la parole, et qu'il fallait en être conscient au départ pour l'assumer et pour qu'elle s'impose. Je vous propose de l'écouter, hein, et on va l'entendre et on évoquera ce qu'il dit juste derrière, et on ira chercher sa pratique et la manière de définir sa pratique. Jean Houry. Des fois, quand je cite au début d'un discours, notre travail ici, c'est Pindare qui a raison. Pindare, il disait, ça fait bien de dire ça, hein, Pindare,
Partage est leur maître à tous. Hein. C'est magnifique. Et notre maître à tous. Partage, ça ne veut pas dire partageux, hein, mais tenir compte de la spécificité. Et alors pour ça, j'avais fait un séminaire entier à Sainte-Anne sur le singulier. Or, le singulier, c'est pas simplement, on peut dire, le complexe d'Édipe habituel. C'est le singulier, c'est la place de tout un chacun qui n'est jamais la même qu'un autre. Alors ça, pour faire admettre ça, c'est très, ça peut sembler subversif. Dis, comment t'es contre l'égalité, hein? T'es contre la justice? Non, je suis pour l'hétérogène. C'est différent, hein? Et chacun, il peut rien, même s'il fait semblant d'être comme un autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Et on voit bien, c'est l'argument de base, on peut dire. Et c'est ce qui est le plus comme Pindare, hein, le plus partageable, paradoxalement. Hein. Ça se partage, ça. Les gens pigent bien ça. Et il n'y en a pas un pareil qu'un autre. Hein. Alors que si on arrive, disons, avec des idées militaires ou des idées administratives, bureaucratiques, en disant on est tous pareils, hein, tous les schizophrènes ensemble, tous les alcoolos ensemble, tous les agités, tous les machins, c'est effrayant, quoi. C'est une destruction. Qu'est-ce qui se dit là de son approche? Alors, pour situer Houry, il a fait partie de l'école freudienne de Paris, qui a été fondée par Jacques Lacan. Il a créé la psychiatrie institutionnelle, enfin, cette manière de faire fonctionner cette institution, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça. Dans ce qui vient d'être dit, et par rapport à Pindare, la singularité et pas l'égalité, qu'est-ce qui fonde sa pratique? Une présence à l'autre, de soi à l'autre déjà, il me semble, hein, que c'est déjà une présence de soi à l'autre et d'y mettre là tout l'enjeu de la rencontre, même si cette rencontre peut paraître à bien des égards lointaine, difficile à atteindre, mais qu'en tout cas c'est l'enjeu à chaque fois que cette rencontre ait lieu, même avec quelqu'un qui est tellement loin du langage courant ou tellement loin de lui-même même. Sauf que pour que cette rencontre-là puisse avoir lieu, il faut tout un dispositif institutionnel autour. Encore faut-il que ça puisse avoir lieu. Et si on écrase à chaque fois en cloisonnant, on empêche la rencontre qui est quand même d'une subtilité incroyable. Alors, effectivement, ça semble léger, cette manière qu'il a de dire un peu plus loin dans le film. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est la façon de le dire. Il ajoute, il y a une bonne manière, mais pas au sens de avoir des bonnes manières. Il y a une bonne manière de dire pour être authentiquement à l'écoute. Et ça, c'est fondamental. Mais on voit bien, et c'est aussi ce qu'il raconte dans votre film, que l'institution, l'administration, le besoin de l'administration de dire l'hôpital de jour, ce n'est pas forcément l'asile, et alors que lui dit, mais attends, l'hôpital de jour, ils viennent visiter les copains, ils sont tous, ils se connaissent tous. Il y a là, pourquoi est-ce qu'il a été à ce point dérangeant? Est-ce que c'est à moi de le dire? Non, mais de ce que vous connaissez le dossier. Donc, parce que parce que être attentif à la folie, je pense que c'est subversif. Enfin, c'est-à-dire que il y a quelque chose de la Bonafé disait la proscription, les proscrits, et que le fou est celui qu'on met au banc toujours. Donc c'est tellement plus simple d'avoir des endroits où on enferme les gens, parce que c'est quand même incroyable que les plus fragiles d'entre nous soient enfermés, attachés.
Et de plus en plus. Il y a de tellement, plus en plus. Bonafé, Jean Houry disait que c'était un scandale d'avoir supprimé la formation des infirmiers psychiatriques, hein, par exemple. Et aujourd'hui, dans tous les témoignages, on s'aperçoit bien que dans les hôpitaux psychiatriques, de plus en plus, on a recours à la camisole chimique, à la camisole réelle, à la camisole, et que la contention et l'enfermement deviennent des pratiques, mais qui ont à voir avec la fatigue ou le manque de personnel, et qui n'ont rien à voir avec ce qu'imaginait Houry dans sa façon de faire. Et là, on est dans une déperdition totale. Oui, ce que disent les soignants, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a un empêchement à travailler, un vrai empêchement à soigner, c'est-à-dire qu'il y a souffrance du côté des malades, mais il y a aussi souffrance du côté des soignants eux-mêmes, parce qu'enfermer quelqu'un dans une chambre d'isolement, c'est quand même difficile après de rétablir le contact, enfin, qu'il soit un tant soit peu productif dans le soin. Et je pense que l'empêchement à soigner, c'est aussi l'empêchement à entendre une parole autre aujourd'hui, et qu'on est quand même dans une vision bien réductrice de notre propre humanité, enfin, tout simplement. Donc, il y a quand même des modes de fonctionnement de gestionnaires chiffrés, et ce qui me semblait, moi, c'est que ce soit Houry et de là d'où il vient, c'est-à-dire de gens qui ont été des grands résistants, mais qui étaient liés au mouvement surréaliste, qui étaient des lettrés, qui étaient des gens éminemment cultivés. Mais Bonafé dit ce n'était pas une affaire de mots, c'était intimement vécu, et je crois que c'est ça que ces gens-là vivent profondément. On va venir à l'histoire de Saint-Alban dans une seconde. Je voudrais qu'on écoute Pierre de Lion. Pierre de Lion, aujourd'hui à la retraite, il a été universitaire, professeur à Lille, il a beaucoup travaillé sur l'autisme. Pierre de Lion, dans une série sur des mots de minuit qui s'appelle Argument, parlait de ce qu'on appelle la constellation transférentielle. Et je trouve que c'est une belle notion qui peut sortir de l'hôpital psychiatrique pour complètement s'adapter à la vie sociale. Hein. On écoute Pierre de Lion parlant de la constellation transférentielle. À quoi sert d'entourer la personne dite différente par tous ceux qui peuvent jouer un rôle pour elle? Souvent, un enfant autiste va faire une expérience avec un premier soignant qu'il rencontre, et puis va en faire une deuxième avec un autre soignant qu'il rencontre. Et tous les soignants qui vont faire partie de son paysage ordinaire sont des gens qui vont appartenir à sa constellation. Et l'idée, c'est que, en fait, chacun de ceux qui appartiennent à cette constellation est une personne qui, d'un certain point de vue, représente une partie de cet enfant-là, dans l'expérience qu'il a traversée avec lui. Par exemple, je pense à cet exemple qui m'a toujours semblé assez parlant, d'un petit garçon qui était accroché au tablier d'une personne qui fait la cuisine à l'hôpital de jour. Eh bien, on avait beau lui proposer d'aller avec telle et telle autre personne, il ne faisait pas des expériences avec d'autres personnes, il restait centré sur l'expérience avec cette personne-là. Donc quand on fait la réunion de la constellation, on invite donc la femme de ménage, la SH, à venir participer à cette réunion-là et à nous faire un peu part de ses sentiments à elle, de son vécu dans l'expérience partagée avec cet enfant. Et c'est parce qu'elle nous raconte un certain nombre de choses qu'on se dit on va utiliser cette personne en tout bien tout honneur pour qu'elle puisse nous aider à augmenter, on pourrait dire, la surface de réparation de ce petit garçon qui était accroché à son tablier. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir amener cet enfant dans d'autres activités dans lesquelles il va pouvoir partager d'autres expériences avec d'autres soignants. Et au bout d'un certain nombre de mois, cet enfant qui était centré sur une seule personne et qui était agrippé à son tablier et qui ne faisait rien d'autre, eh bien, s'est vu déployer un certain nombre d'autres expériences. Et en fait, le lieu dans lequel tout ça va prendre du sens, c'est la réunion des personnes de la constellation transférentielle, qui quelquefois d'ailleurs inclut les parents dans certains cas particuliers. C'est la meilleure façon de cette idée que tout le monde compte. Et pas seulement les premiers de cordée, je galège. Hein. Mais je trouve que c'est très important. Et ce que dit de Lion, qui est aussi très drôle, c'est que parfois, quand il embauchait un psychologue, il lui demandait s'il savait faire des crêpes. Voilà. Donc ça prouve bien cette façon de porter attention. Hein, et cette façon d'accueillir
le prétendu fou. Il y a un mot sur lequel je voudrais revenir dans ce que dit dans votre film Le sous-bois des insensés, Jean Houry, c'est le mot de Spaldung, c'est-à-dire la dissociation. Et quand il parle du schizophrène ou du fou, il explique que ça ressemble à un tronc d'arbre qui a été dévasté, qui a été éclaté. Et dans chacun des petits bouts qui sortent de ça, il y a une valeur, ça a une valeur du tout, c'est du fractal. C'est du fractal et je trouve que ça c'est intéressant et c'est ce sur quoi il faut essayer de travailler avec cette manière de constellation transférentielle. Je voudrais qu'on passe un peu à de l'historique maintenant, parce que vous avez tout à l'heure cité les surréalistes et vous travaillez sur un film qui va bientôt sortir, sur Saint-Alban. Qu'est-ce que c'est que Saint-Alban? On va rappeler un moment historique, entre 40 et 50 000 personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Deuxième Guerre mondiale vont mourir de faim parce que Vichy sera trop complaisant ou voudra être trop complaisant avec les nazis, parce que l'État était désorganisé. Les historiens hésitent encore. Hein, bon, voilà. Mais 40 000 personnes meurent dans les hôpitaux psychiatriques en France, dans toute la France, sauf à Saint-Alban. Et vous vous attachez à l'histoire de Saint-Alban, c'est en Lozère. Pourquoi est-ce que Saint-Alban était à ce point un îlot protégé où les fous ne sont pas morts de faim? Alors, il y a eu des morts. Ou de malsoins. Mais... Il y a eu des morts aussi à Saint-Alban, c'est pas oui. un mythe, hein, mais beaucoup moins. Enfin, bien sûr. Bien évidemment. Saint-Alban, c'était un hôpital donc, en Lozère, les hôpitaux, et sont arrivés là par les concours de circonstances de la guerre, mais de la résistance surtout, plusieurs psychiatres. Donc il y avait le docteur Balvé, qui dès 1936 dirigeait l'hôpital, le seul médecin avec 540 malades quand même, et les religieuses qui tenaient l'hôpital, et des gardiens, parce qu'il n'y avait pas de formation vraiment d'infirmiers en psychiatrie. En 1940 arrive le docteur Francesc Tosquelles, espagnol, catalan, réfugié de la guerre d'Espagne, militant du POUM, condamné à mort par Franco. Parti ouvrier espagnol, oui. Oui, le POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste. Et en 1942, vient remplacer le docteur Balvé, Lucien Bonafé, qui lui est communiste, membre des FTP et membre du Front National des médecins. Il prend la direction de l'hôpital. Entre eux, donc un membre du Parti communiste et qu'un membre du POUM s'entendent, c'est quand même une preuve d'intelligence et dans ces conditions de survie. Grâce aux amitiés aussi intellectuelles de Lucien Bonafé, beaucoup de gens sont venus se réfugier à Saint-Alban, parmi eux Georges Canguilhem, qui venait de soutenir sa thèse sur le normal et le pathologique. Georges Sadoul est passé par là. Nuche et Paul Éluard sont venus aussi à l'hôpital. Et pendant ces années de résistance, se sont mêlées une pensée du communisme, du surréalisme, qui a ouvert la voie à la psychanalyse dans l'hôpital. Pour la première fois, la psychanalyse entrait dans le traitement des psychoses. Et donc ça gambergeait dur, hein. Après, oui, ça gambergeait dur. Après, il y a Félix Guattari, évidemment, qui est passé par là. Il y a Frantz Fanon. Fanon aussi. Enfin, ils y sont tous, quoi. C'est étonnant, Saint-Alban. C'est très étonnant. Ce que ça... C'est très étonnant, et en même temps, en travaillant, on a envie de dire qu'il n'y a pas de hasard non plus, parce que c'est quand même des amitiés intellectuelles très fortes et une grande émulation. Il y a des éditions clandestines qui passaient par Saint-Alban pour aller en Suisse. Après, d'une zone à l'autre. Votre film sort quand ? On le termine là, je pense en janvier, il sera terminé. Donc après. Est-ce que c'est facile à réaliser des films comme cela ? Non, c'est pas facile parce que c'est. Parce que ça parle de la folie, donc la parce folie. Parce que ça parle de la folie, voilà, ça fait peur. Et puis parce que ça paraît aussi très spécifique, alors que c'est au cœur même de la vie, que c'est au cœur de la politique, enfin. Mais ça paraît toujours des petits créneaux comme ça spécifiques. Je pense que ça ne l'est pas du tout. Est-ce que vous racontez aussi à Saint-Alban, c'est que le village, les gens étaient des gardiens
au départ, et finalement sont devenus des infirmiers psychiatriques, Oui. ce qui suppose un basculement du rapport à l'autre exceptionnel. On attend avec beaucoup de curiosité votre film et de ce qu'il dit d'une partie de l'histoire de France et de la manière dont on peut imaginer ou réinventer le rapport à l'autre, aussi différent soit-il. Je voulais vous proposer un dernier extrait d'un film qui s'appelle « Nous les intranquilles ». C'est à Reims, c'est au Centre Artaud. Et au Centre Artaud, il y a Nicolas Constant qui travaille avec le groupe cinéma du Centre d'accueil psychothérapeutique Artaud. Et ils ont fait un film sur le fou, aujourd'hui, dans la société contemporaine. Comment c'est possible? On regarde un extrait de la bande-annonce de ce film. Mais c'est toujours pour dire la même chose. Alors, il y a de plus en plus de maladies, on cite 3-4 fois les mêmes exemples, et c'est pas bien. Je suis d'accord avec Fred. C'est-à-dire que même les gens qui se considèrent comme normaux, finalement, ils se rendent compte que peut-être qu'ils pourraient être psychiatrisés. Mais le problème, c'est que ça va pas au-delà. Si ça revient juste à concerner les fous, ce sera encore normal, ça ne posera plus de problème. Ce qu'il va falloir, c'est que les personnes puissent avoir un support vivant, des relations humaines, sociales, des copains, une confiance dans le monde qui soit retrouvée. Et il n'y a pas de médicament qui redonne la confiance dans le monde. Il n'y a qu'une relation humaine qui peut redonner ça. C'est un film sur la représentation, dans le sens où d'habitude les films représentent les personnes, et là il ne s'agit pas de représenter, c'est les personnes qui réalisent le film qui les concerne, et je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le monde politique. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui ne soit pas représentatif, dans lequel les personnes puissent agir politiquement directement sur le monde qui les concerne? À partir du moment où on a accepté cet hétérogène, on s'est retrouvé avec des parties qui étaient effectivement très poétiques, d'autres plus graves, d'autres très... De la colère peut-être, de la colère, la un petit peu de revendication, souffrance, de sentiments. mais aussi beaucoup d'humour. Cette manière de faire politique par le collectif, c'est quelque chose qui est très joyeux. Voilà, nous citoyens, libérés de nos droits d'égal, pour aller subir le sarcasme du travail. Anarchiste. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, qui êtes curieuse de la psychiatrie, comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire basculer les choses dans l'autre sens, autrement dit vers une meilleure compréhension? Aujourd'hui, il y a un cri de détresse de la psychiatrie en France. Il y a un cri de détresse de ceux qui ont été infirmiers psychiatriques, aujourd'hui qui sont des infirmiers qui travaillent en psychiatrie. C'est pas tout à fait la même chose. Quel est, selon vous, ce qui permettrait de changer l'approche telle que vous l'observez, telle que vous l'écoutez? Moi, il me semble qu'il y a quand même un grand empêchement à travailler, toujours par ces dispositifs de normes qui sont effroyables, par tous les dispositifs d'évaluation qui réduisent à des équations chiffrées ce qui ne l'est pas, ce qui sort par définition des cases. Donc, il me semble que travailler en psychiatrie, c'est quand même le cœur même de la rencontre à l'autre, mais comme elle peut se passer à l'école, comme elle peut se passer dans bien d'autres domaines. La psychiatrie est spécifique parce que c'est soigné en psychiatrie, c'est pas soigné comme dans d'autres domaines, bien que les gens souffrent aussi en chirurgie ou dans les hôpitaux publics aujourd'hui, mais que c'est quand même de rester au plus proche, mais de manière extrêmement rigoureuse, dans la rencontre avec l'autre. Et il me semble que ce qui est très important dans ce mouvement de psychothérapie institutionnelle, c'est l'articulation entre d'avoir su penser à la fois l'aliénation mentale et d'aller au plus proche et de manière extrêmement subtile de ce qu'est la psychose quand même, parce que ce soit Pierre de Lion ou Jean Houry, c'est fascinant de les écouter quand même, dans cette connaissance humaine, mais c'est d'avoir pensé en même temps et jamais séparé l'aliénation sociale.
ce qui produit de l'aliénation. Et je renverrai à la fin de votre film l'échange sonore que vous faites écouter à Jean Houry sur le rapport qu'il a avec Paulette, qui est une de ses malades, qui est un moment magnifique du rapport entre le soignant et celui ou celle qui est soignée. Et puis, le dernier mot de Jean Houry qui disait aussi c'est l'hôpital qui est à soigner. Oui, c'est pas la... soigner l'hôpital. C'est l'hôpital qui est à soigner. David Cache, qu'avez-vous entendu de votre voisine? J'ai entendu l'humanité, j'ai entendu l'ouverture à l'autre, j'ai entendu l'acceptation de la différence. Ce sont des sujets qui m'intéressent alors de manière beaucoup moins grave et beaucoup plus légère. Donc c'est un peu difficile d'enchaîner derrière ce qu'on vient d'entendre, mais je crois qu'on partage en fait l'idée qu'il faut accepter la différence et accepter l'autre. On le fait chacun à notre manière, on en parle à nos manières. On fait une pause musicale et on continue la conversation avec vous, David. La pause musicale, c'est un groupe lyonnais, c'est Vodou Game. C'est le Togolais Peter Solo qui est retourné au pays pour enregistrer son dernier album. Et son album s'appelle Autodie, Afro-Funk, un peu de trans-vaudou quand même, hein, beaucoup d'énergie, un humour certain, comme dans cette, alors je cite, hein, comme dans cette tata fatiguée qui travaille tous les jours pour gagner la misère.
On continue cette conversation. On va passer de la folie au virtuel. De la folie ou de la compréhension de l'autre ou de l'écoute de l'autre au virtuel, mais un virtuel qui est aussi attentif à l'affect. Hein, alors, David Kell, je vous avais dit tout à l'heure d'où vous veniez, ce que vous aviez fait. Alors, quand on lit les dossiers de presse vous concernant, je peux trouver réalisateur, je peux trouver artisan, je peux trouver Godard du Pixel, je peux trouver fondateur, actionnaire principal de Quantic Dream, je peux trouver gros bosseur. Bon, vous êtes quoi ? Je suis quelqu'un de passionné avant tout. J'aime raconter des histoires et j'aime bien ne pas raconter des histoires tout seul, ce qui est assez différent. Quand on est romancier ou quand on est réalisateur de films, on raconte son histoire tout seul. Il y a des gens qui la regardent ou qui la lisent ou qui l'écoutent. Quand on est scénariste interactif, c'est-à-dire quand on crée une histoire, on la raconte avec les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Donc moi, je décris un univers, je décris un champ des possibles, mais l'histoire réelle que les joueurs vont expérimenter, c'est le résultat de mon travail et de leur collaboration. On travaille tous les deux, c'est une histoire à 4 mains, puisque c'est leur choix qui vont raconter leur propre histoire. Ouais, c'est-à-dire que vous attendez de l'autre qu'il finisse votre travail, quoi. J'exagère un peu. Non, c'est vraiment un travail en collaboration. Puis ce qui est fascinant, c'est que là, avec ce jeu qui s'appelle Détroit, Become Human, on sort ce jeu et j'ai raconté une histoire avec 2 millions de personnes que j'ai jamais rencontrées. On ne se connaît pas, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, mais il y a 2 millions de personnes avec qui j'ai fait quelque chose, on a raconté une histoire. C'est-à-dire 2 millions de personnes qui ont acheté le jeu. Qui ont acheté le jeu, qui l'ont joué et qui ont raconté leur propre histoire. Et donc on a raconté nos histoires ensemble. La question, moi je ne suis pas... Je ne suis pas tout à fait au fait de votre activité, mais quel est le retour que vous en faites? S'il y a un retour d'expérience, ces 2 millions de personnes, comment vous pouvez vous nourrir de la manière dont elles ont utilisé les 1000 ou 2000 ou 500 ou 28 propositions que vous leur avez offertes? Alors avant, le seul moyen qu'on avait, c'était les retours directs, c'était les gens qui nous écrivaient, ou les gens qu'on rencontrait dans les salons, les joueurs, etc., qui nous disaient « Ah, moi j'ai joué ce jeu-là, j'ai fait ces choix-là, j'ai eu cette histoire-là ». Et ils nous racontaient ce qui était assez touchant toujours, et c'est toujours le cas. On rencontre des gens qui nous racontent leur histoire comme si elle leur était arrivée dans la vraie vie. « Ah, moi, il m'est arrivé ça ». Et alors moi, j'ai vu ça, et à ce moment-là, il m'est arrivé ça. Et ça, c'est assez passionnant, parce qu'on se rend compte à quel point ils vivent ces expériences et à quel point leur histoire, l'histoire qu'ils ont jouée, devient aussi leur histoire personnelle, parce qu'elle reflète aussi qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs choix et leurs émotions. Puis il y a eu les réseaux sociaux, et donc avec les réseaux sociaux, ce retour-là s'est encore amplifié, puisque là on va sur les réseaux, et là on voit des gens qui racontent leurs histoires, mais on voit des gens qui créent des dessins, on voit des gens qui recréent les déguisements, enfin les costumes des personnages, on voit toutes sortes de choses. Mais sur Détroit, il y a quelque chose d'assez nouveau, qui est qu'on a implémenté le fait qu'on puisse savoir en temps réel quels sont les choix faits par les joueurs à travers le monde. Et on le sait non seulement globalement, mais on le sait pays par pays, on le sait ville par ville. Donc je suis capable de vous dire à Tokyo qui a fait ces choix-là, à Moscou, à New York ou à Paris. Ça veut dire que ça peut impacter le prochain jeu que vous allez créer? Alors, qu'est-ce que vous faites du retour, de ce retour-là alors c'est intéressant. Mais ou est-ce que ça veut dire qu'à terme, on peut, avant même d'avoir imaginé une fin, on peut créer une fin en fonction de ce que... On peut créer une fin pour le Brésil, là où on a... On pourrait. Maintenant, je considère que je ne ferais pas mon travail de créateur si j'étais en train de faire du service. C'est-à-dire, les gens veulent ça, je vais leur donner ça, ou c'est pas tout à fait comme ça qu'on fonctionne. Non, moi, je pense qu'un créateur doit être à l'initiative. C'était le sens de ma question. Mais par contre, ce qu'on découvre, c'est les différences culturelles, c'est les sensibilités. Et il y a des choses qui sont vraiment très étonnantes. Par exemple, on a beaucoup de dilemmes dans le jeu. Ce sont des choix moraux qui ne sont pas blancs ou noirs. C'est pas je veux être gentil ou je veux être méchant. C'est, je crois, plus complexe. On tue pas beaucoup dans vos jeux. Non, c'est pas des jeux où on court avec un pistolet et on tue des gens. C'est vraiment une histoire dont le joueur est le héros, et à travers ses choix, il va raconter sa propre histoire. L'histoire change en fonction des choix du joueur. Et pour revenir à cette histoire de choix, on a beaucoup de dilemmes moraux dans le jeu, des choix qui sont vraiment difficiles et qui interrogent le joueur sur ses propres valeurs. Et en fait, je peux par exemple vous dire qu'on a beaucoup de choix qui sont liés à l'empathie, et on s'est rendu compte que les gens qui étaient les plus empathiques dans le monde étaient les Japonais.
les choix empathiques sont faits à 85% par des Japonais, alors qu'à l'opposé, les Américains sont à 45%. Quand ils ont le choix entre le bien de l'autre ou mon bien personnel, ils sont 45% à choisir le bien de l'autre. Et Carlos Ghosn est à 100% pour son bien. Mais je plaisante. C'est assez intéressant parce que c'est une étude presque... Enfin, c'est pas une étude parce que c'est pas scientifique, mais il y a un côté sociologique dans tout ça. Regardons comment on fait votre jeu. Je vais préciser quand même que vous faites partie des grands du jeu vidéo. Vous êtes une entreprise de 200 personnes, c'est ça, si je fais un comparatif, Ubisoft... leader mondial et le plus célèbre, hein, donc c'est 10 000 salariés, à peu de choses près. Donc voilà ce qu'est Quantic Dream, créé en 1980. On est une PME, on est des artisans, on fait un jeu à la fois, mais on y met énormément d'amour et énormément de passion, et on prend le temps qu'il faut pour faire quelque chose qui donne du sens à nos vies et peut-être qui fait plaisir à des gens dans le monde. 6 jeux en 20 ans, hein, c'est ça ? Oui. Ouais, vous avez créé 6 jeux en 20 ans. Je voudrais qu'on regarde comment ça fonctionne. On va regarder trois moments. C'est-à-dire que par rapport à votre dernier jeu, Détroit Become Human, d'où ça part, hein, parce qu'a priori vous partez d'une réalité. Oui. Ensuite vous imaginez des virtualités à partir de cette réalité. Et ensuite on regardera comment on virtualise tout ça. Donc d'abord, je voudrais vous montrer, montrer quelque chose qui est Détroit, tel qu'on imagine la ville de Détroit, qui a été un lieu de construction automobile. Image. Il ne faut pas y regarder de trop près. Détroit n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les usines abandonnées font désormais partie du paysage, entraînées dans la tourmente de la crise automobile qui ne date pas d'hier. À l'époque des belles américaines que la ville fabriquait fièrement, Détroit a joué les cigales. Des ouvriers très bien payés, avec des avantages sociaux exorbitants pour les États-Unis, et l'on continue à faire ces grosses 4x4 dont plus personne ne veut aujourd'hui et qui s'entassent dans les parkings. Détroit se meurt, et ses habitants aussi. La chute des ventes automobiles atteint jusqu'à 47% chez Chrysler. On n'a pas d'argent, on se fait licencier. Tout ce qu'on fait, c'est chercher à survivre, payer ses factures et nourrir sa famille. Alors on ne consomme plus. Magasins désertés, restaurants vides, effondrement de l'immobilier. Dans ma rue, les maisons se vendaient 110 000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez les acheter pour 30 000 euros. Si cela n'est pas un coup de massue sur la tête, alors qu'est-ce que c'est ? On est loin de ce qu'on va voir maintenant. Ce sujet a été tourné en 2008. Vos équipes et vous êtes allés à Détroit. Mais c'est de ça que vous êtes partis pour imaginer quoi ? Pour imaginer un futur dans 20 ans où la technologie a rendu possible la création d'androïdes qui nous ressemblent, donc de machines, qui ressemblent à des êtres humains en tout point et qui sont utilisés comme une main-d'œuvre bon marché, qui ne se plaint jamais, qui n'est jamais malade, qui ne dort jamais. Sauf que donc on a voulu ce monde réaliste, hein, c'est pas de la science-fiction, on a voulu faire de l'anticipation, imaginer notre monde dans 20 ans, et Détroit, avec cette industrie qui s'installe là et qui passe d'une ville qui est en faillite à une ville qui retrouve une certaine santé économique et qui est en plein boom avec l'industrie des androïdes. Voici ce que ça peut donner potentiellement, puisque c'est largement ouvert. C'est ouvert. Detroit, this is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells.
expérience interactive, c'est une histoire dont le joueur est le héros. Évidemment, tout est créé en 3 dimensions, en 3D comme on dit. Le joueur est en contrôle du destin de 3 personnages, 3 androïdes, et à travers ses choix, il va raconter leur histoire. Et leurs histoires s'entremêlent et racontent encore une plus grande histoire qui est l'histoire du monde. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, on appelle ça les expériences interactives de notre côté, on peut appeler ça un jeu vidéo, on peut appeler ça un film interactif, on peut appeler ça de différentes manières, peu importe finalement comment on l'appelle. Pour l'artisan que vous êtes, est-ce qu'on peut imaginer que le CNC vous donne des œuvres, de l'argent comme scénariste? Le CNC aide le jeu vidéo en France. Oui, absolument. Oui, absolument. Et c'est, voilà, il y a un certain nombre de critères, mais oui, le CNC... Mais ma question, c'était un peu plus voyou que ça. Est-ce que ça vous aide pas comme créateur de jeux vidéo, mais est-ce que ça pourrait vous aider comme scénariste, donc comme réalisateur de films? Parce que ce que vous faites, c'est du film à sorties multiples. Alors, c'est un très gros film, puisque en fait, le jeu, il y a à peu près une trentaine d'heures de contenu, je dirais non linéaire. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de 30 heures, l'histoire fait à peu près 10 heures, mais on peut la jouer de tellement de manières différentes, puisqu'on se déplace dans une énorme arborescence. Les choix qu'on fait vont avoir des conséquences, qui vont eux-mêmes avoir des conséquences, et en fait, ce qui fait que le joueur raconte sa propre histoire. Donc oui, c'est assez ample et assez complexe. Combien ça coûte Alors, les jeux vidéo, on en trouve dans les budgets de développement à tous les prix, c'est de quelques milliers d'euros, jusqu'à pour les plus gros, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Mais je dirais que cette typologie de jeu, c'est en général plusieurs dizaines de millions. Ce sont des budgets qui sont assez conséquents, mais il faut comprendre qu'on est sur un marché qui est mondial. Hein. Ce n'est pas des jeux français pour la France. On a notre principal marché, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est l'Asie, maintenant de plus en plus, notamment Détroit. Un immense succès au Japon, notamment, et de manière générale en Asie. Ce qui est assez nouveau aussi. Et quand on lit la littérature sur les jeux vidéo, ou quand on lit Canard PC par exemple, on a l'idée de triple A, c'est-à-dire que triple A c'est le haut de gamme. C'est ça, ce qu'on appelle les jeux triple A sont les jeux qui ont ce type de budget-là et qui mettent la barre assez haut en termes de qualité de réalisation, de maîtrise technologique, etc. C'est votre cas. On se bat pour faire partie de cette catégorie-là. Oui. Regardons la manière dont c'est construit et après on verra avec qui vous travaillez et pourquoi vous travaillez avec ces gens-là. On regarde le making-of. Hein. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. All right, you wait here. I won't be long. Whatever you say, Lieutenant. Fucking A, whatever I say. I'm here, Alice. I'll protect you. Everything is gonna be okay. He's gonna kill me, Carl. He's gonna kill me. You ain't going nowhere! You're mine! Oh, cool. Attic! Sexiest androids in town. Now I know why you insisted on coming here. Donc on voit là le travail que ça demande. Alors, au-delà du travail que ça demande à des acteurs pour repérer le plus finement possible la gestuelle, hein, vous travaillez aussi avec des stars. Oui, alors il faut d'abord expliquer, je pense que tous les personnages du jeu sont des acteurs réels, c'est-à-dire leur apparence, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé ou inventé, ce sont vraiment basés sur des acteurs réels qu'on a scannés, on a recréé leur visage, leur corps. Et ensuite on va sur un plateau de motion capture, comme on peut le voir là, où on va capturer leurs mouvements, leur expression corporelle, mais aussi leurs animations faciales, et donc on va capturer leur performance d'acteur, leurs émotions, leur voix, pour avoir une vraie performance d'acteur dans le jeu. Donc on travaille pour ça, on a besoin de gens qui ont du talent, comme au cinéma, de la même manière.
Et voilà, alors par le passé, on a travaillé avec des gens comme David Bowie, on a travaillé avec Ellen Page, on a travaillé avec Willem Dafoe. Ouais. Sur Détroit, on travaille avec des acteurs comme Jesse Williams, qu'on peut voir dans Grey's Anatomy, Clancy Brown, qui est un acteur absolument extraordinaire, Lance Henriksen, qu'on a pu voir, qui est le fameux Bishop dans Alien, ouais. Qui sont des acteurs qui ont cette présence, qui ont ce talent et qui nous apportent. Comment est-ce que vous faites votre casting? C'est par rapport... Enfin oui, il y a un casting, parce que vous pourriez prendre... je sais pas, Depardieu. Oui, on peut prendre dans l'absolu n'importe qui. On essaye de trouver l'acteur qui correspond à la voix et à l'âme, quelque part, du personnage qu'on cherche. Alors le fait qu'il soit célèbre, pas célèbre, n'est jamais un critère là-dedans, puisqu'on sait qu'on ne vend pas plus de jeux quand on a une star au générique. À la différence peut-être d'un film, on va faire des entrées parce qu'on a un tel ou un tel. Dans un jeu, non, mais si vous me prenez, je vais vous coûter moins cher que... Ouais, moi si vous avez le talent... Vous pourriez me prendre d'abord. Je pourrais. Ouais. Pensez-y. Mais si vous avez le talent pour jouer le rôle et que vous lui correspondez parfaitement, c'est quelque chose tout à fait envisageable. Et dans les jeux qu'on fait, on a des gens très connus, des gens pas connus, des gens... Ce qui nous intéresse, c'est le talent avant tout. David, quand vous imaginez les jeux, quelles sont les grandes références, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, qui vous donnent l'envie de grain à moudre? Alors, quand j'étais un jeune scénariste, je crois que j'avais effectivement beaucoup de références. Et en fait, quand on commence à écrire, on a souvent envie de recréer les choses qu'on aime à sa manière. Et donc on s'inspire énormément, on copie ou on s'inspire. Et c'est vrai qu'en vieillissant ou en mûrissant, je ne sais pas comment il faut le dire, on a plus envie de trouver sa propre voix et ce que soi-même on a à dire. Et voilà, moi c'est un processus que j'ai vu s'installer lentement. Ça a commencé avec un jeu qui s'appelle Heavy Rain, qui était vraiment basé sur mon ressenti en tant que jeune père. Je venais d'être père et c'était cette relation tout à fait incroyable qu'on peut avoir avec un enfant. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si on pouvait créer un jeu vidéo sur un sujet aussi complexe, aussi voilà, universel aussi quelque part. Il faut savoir que les jeux vidéo, souvent beaucoup de gens le savent, mais c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de violence, c'est beaucoup de j'ai une arme, je tire sur des gens, j'en tue le plus possible. Voilà, moi je suis dans cette industrie-là. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'utiliser l'interactivité pour porter de l'émotion, pour porter du sens, pour raconter des choses différentes, et puis surtout pour mettre le joueur dans la peau de ces personnages. C'est très différent de voir passivement un personnage à l'écran dans un film. C'est pas moi, c'est lui, il fait ses choix, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Dans un jeu, je suis le personnage, je fais les choix. Et ce qui arrive à ce personnage, c'est quelque part le résultat des décisions que j'ai prises. Et ça, moi, ça me fascine. Et je pense que oui, on peut utiliser les jeux vidéo et l'interactivité pour faire pam pam boum boum et jouer aux cow-boys aux Indiens, t'es mort. Mais en même temps, il y a tellement plus à faire avec ce média et on est au tout début de découvrir ça. Et être en relation avec Sony depuis 12 ans, et être soutenu par Sony depuis 12 ans, c'est une garantie? C'est la garantie de pouvoir tout faire? Alors on a une relation absolument très, très particulière avec Sony, puisqu'on a les moyens d'un studio AAA, c'est-à-dire vraiment d'essayer de se battre techniquement et qualitativement avec les meilleurs, d'avoir sur mon plateau des acteurs de premier plan, tout en ayant une mentalité d'indépendant d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a pu faire les jeux qu'on voulait, on n'a jamais eu de contraintes sur le cahier des charges, où on ne nous a jamais rien imposé, ne faites pas ci ou parlez de ça. On a eu une grande liberté. Et là, sur Détroit, on fait un jeu qui va parler de ségrégation, qui va parler de racisme, qui va parler de droit à la différence, qui va parler de choses, des sujets qui sont très classiques au cinéma ou dans la littérature, tout à fait communs. Jamais on reprochera à un auteur de livres ou un réalisateur de film d'aborder ces sujets-là, au contraire. Dans le jeu vidéo, c'est un combat. Honnêtement, il faut se battre pour imposer ça. C'est très difficile. Il y a énormément de résistance de gens qui vous disent le jeu vidéo ne doit pas être ça, ne doit pas aller vers ça. Ça doit rester du divertissement, ça doit rester de la violence en boucle, ça doit rester toutes ces choses-là. Moi, j'ai 49 ans, j'atteins un âge où j'ai plus envie de faire ces jeux-là. Ça m'intéresse pas. Pam pam boum boum, j'aime bien. Il y a des tas de jeux qui font ça très bien, c'est divertissant. C'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. Et j'ai l'immense bonheur d'être suivi par des joueurs, une communauté large dans le monde, qui apprécie mon travail, qui nous soutient et qui achète nos jeux, sinon on ne pourrait plus le faire depuis longtemps. Il y a une question que je ne vous poserai pas. Je sais que vous êtes en délicatesse avec Mediapart, avec Le Monde, pour
des questions qui vous ont été posées sur la manière de gérer l'entreprise et la naïveté avec laquelle on y jouait parfois avec les jeux vidéo, etc. Ce sera tranché ailleurs et pas ici. En revanche, il y a une question qui est plus, moi, qui m'intéresse plus, c'est la question de l'addiction au jeu. C'est-à-dire que, quelles que soient vos intentions et quelle que soit votre exigence éditoriale par rapport à ce que vous dites, peut se poser la question de l'addiction. Regardez ce qui suit et on en reparle après. La salle de jeux vidéo est remplie. Pas une place de libre et tous les regards sont tournés vers les écrans. Ici, chaque joueur est concentré en liaison avec ses partenaires de jeu. Tranquille, les gars, on joue en équipe, on réfléchit. Hugo, 16 ans, est un habitué des lieux. Jamais pendant les périodes scolaires, mais il passe jusqu'à 10 heures par jour pendant les vacances et les week-ends. Une passion qu'il dit contrôler. Des combats, des compétitions, un autre monde multicolore, des aventures sans fin. Pour eux, pas question d'addiction, simplement de plaisir. Mais pour certains médecins, il est temps de mettre un nom sur ce phénomène. Nous avons maintenant suffisamment de recul. Avec l'avènement des jeux vidéo en ligne, on a commencé à percevoir une minorité qui petit à petit vont à un moment trouver une forme de refuge qui nous fait penser à une forme d'addiction dite comportementale, puisqu'il faut quand même préciser, le jeu vidéo en soi n'est pas une drogue, mais tout plaisir peut avoir un destin addictif. Cette attitude peut amener le joueur à une rupture du lien social, un repli sur soi. Un Français sur 2 joue régulièrement aux jeux vidéo et 24% des joueurs se disent des acharnés de la manette. L'addiction. Les jeux, alors quels que soient les jeux, il y en a qui sont beaucoup plus violents, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a des ados qui sont déscolarisés à cause de ça. Quelle est votre réflexion là-dessus ? Je pense qu'en fait, il y a une immense majorité de joueurs qui ont une relation tout à fait saine au jeu et pour qui c'est un divertissement, un loisir, une passion, c'est une forme de culture aussi. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de comportements qui peuvent être problématiques et qui relèvent effectivement de l'addiction sur lequel il faut être attentif. C'est une position sur laquelle je suis particulièrement à l'aise parce qu'on ne développe pas ce type de jeu-là. Nous, on raconte vraiment des histoires, on se destine à un public plus adulte. On ne crée pas des jeux qui créent une addiction où il faut, comme on l'a vu, ce ne sont pas des jeux de tir ou des choses comme ça. Donc voilà, oui, il y a des comportements à problème, il faut y être attentif. Je pense aussi souvent qu'il y a un problème de dialogue entre les parents et les enfants qui jouent. Et moi, mon conseil, c'est toujours de dire aux parents, plutôt que d'être dans la sanction ou d'être dans l'énervement, etc., je pense que parfois, il faut être capable de s'asseoir à côté des enfants, de comprendre pourquoi ils jouent, à quoi ils jouent, qu'est-ce qui leur plaît là-dedans, et de reprendre un dialogue pour essayer de... Comme quand on regarde un film avec eux, avec l'ancienne télé. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui les attire dans ces univers-là. Si j'augmente la question d'un niveau, je parlerai de l'intelligence artificielle. On parlera dans une émission prochaine avec Éric Sadin de l'intelligence artificielle dont il estime que c'est l'enjeu du siècle. Il y a de l'intelligence artificielle dans ce que vous faites. Et l'intelligence artificielle peut à un moment être prescriptive de quelque chose, de comportement. On parlait de l'empathie tout à l'heure. On peut être empathique, mais pas forcément avec... quelqu'un qui est en train de se noyer dans la Méditerranée, par exemple. Mais donc, est-ce que vous réfléchissez déjà à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Jusqu'où vous vous interdisez d'aller trop loin? Ou est-ce que vous êtes déjà interdit d'aller trop loin dans la possibilité que vous offriez à ceux qui jouent avec vous? Alors, il y a plusieurs questions. Y compris dans le sentiment et dans l'affect, c'est ça que je veux dire. Hein. Alors, ce qui a été passionnant pour nous sur Détroit, c'est d'essayer de créer une expérience qui portait du sens. Ce qui est assez nouveau dans un jeu vidéo, en tout cas, c'est pas l'attente première du joueur qui achète un jeu vidéo, qui veut avant tout se défendre, se détendre, souvent se défouler. Là, on lui proposait une expérience qui relevait de thématiques qui étaient un peu plus complexes, un peu plus profondes. La difficulté de faire ça, c'est d'abord... Il y a une arborescence, il y a des choix. Il est important de ne pas permettre aux joueurs de raconter n'importe quoi ou de tenir à travers ces choix un propos qu'on tient. Vous avez un comité d'éthique, vous avez...
Non, on n'a pas... Parce que vous dites que vous êtes le patron quand même. Oui, c'est pas une question d'être le patron, je suis avant tout l'auteur. Oui. C'est non, moi mais qui quand je dis écris. le patron, c'est-à-dire vous êtes celui qui décide, patron au sens de celui qui fait la possibilité, quoi. C'est vrai. Et donc en fait, on réfléchit beaucoup, on travaille avec l'équipe, on travaille avec Sony aussi beaucoup sur ce qu'on est en train de raconter, comment ça peut être accueilli, perçu dans les différentes cultures, les différents pays. On travaille aussi avec des universitaires qui vont nous donner un avis sur comment on a raconté les choses, est-ce qu'on les a racontées de la bonne manière, comment ça peut être perçu, comment ça peut être accueilli, quel type de ressenti il peut y avoir. Puis ensuite, vous savez, on est en connexion directe avec les joueurs nous le disent, ils nous le remontent. Et quand on touche des sujets aussi parfois sensibles, profonds, importants, c'est important de savoir comment ils sont perçus, comment ils sont accueillis. On a notamment abordé le sujet de la violence domestique, qui est un sujet extrêmement grave, extrêmement profond, et difficile et délicat. Et voilà, on a essayé d'avoir beaucoup de précautions, et d'être très attentif à ce qu'on faisait, comment on le racontait. Et on a eu beaucoup de témoignages de femmes qui ont été confrontées à ce type de situation et qui ont pu jouer au jeu. Et il y a des témoignages qui sont extrêmement touchants de comment le jeu a pu jouer un rôle aussi pour elles, en leur permettant parfois de réaliser dans quelle situation elles étaient et la nécessité de s'en sortir absolument. C'est passionnant, c'est délicat, c'est sensible, il faut faire attention, on sent qu'on manipule des choses qui sont importantes. Donc on essaye de se responsabiliser aussi. Est-ce que vous lisez encore l'un et l'autre des livres ? Tout le temps. La lecture, c'est mon loisir numéro 1. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Je lis 21 leçons pour le 21e siècle. Hariri, je lis beaucoup je relis beaucoup les tragédiens grecs. Je suis fasciné par l'Antiquité. Je lis tout ce qui me passe par la main. Stephen Hawking en ce moment, des différentes choses. Et vous ? Moi, je lis peu en ce moment parce que je suis en montage et je termine, je dors. Mais donc, c'est plus de la poésie, plus Mandelstam, Henri Michaud. D'accord. Vous avez un objet avec vous ? Oui. Qu'est-ce ? Je prends. Alors, c'est une pièce antique grecque qui date de 480 avant Jésus-Christ, qui est de la ville d'Athènes. Je suis passionné de numismatique et d'histoire. Et en fait, on y voit d'un côté la déesse Athéna et d'un autre côté la chouette, qui est l'emblème d'Athènes. Et voilà, je suis passionné d'histoire, passionné d'antiquité, et je trouve que s'acheter une pièce, c'est avoir un bout d'histoire dans les mains, de se dire par combien de mains elle est passée, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est acheter un bout d'histoire, en fait. Ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. Merci. Qu'avez-vous entendu de votre voisin ? Pour moi, c'est nouveau parce que je ne connais pas du tout les jeux vidéo. Donc, ça m'ouvre à quelque chose que je ne connaissais pas, mais très différemment des préjugés que j'en avais. Donc, ça me donne envie d'aller voir. Je suis très surprise des images qu'on a vues. J'imaginais pas du tout qu'un jeu vidéo soit aussi réel ou aussi, ouais, aussi documentaire en fait. Ouais. Bah, y a beaucoup d'idées préconçues auprès des gens qui ne sont pas familiers des jeux vidéo, qui s'imaginent souvent beaucoup de choses sur le jeu et qui sont souvent surpris quand on leur raconte. Et puis moi, en tant que créateur, j'essaie de faire des jeux différents et je me retrouve souvent confronté à tous les jeux sont violents, tous les jeux sont de l'addiction, tous les jeux... voilà. Et c'est difficile parce qu'il y a des choses que je défends et que je cautionne. Il y a aussi des choses que je ne souhaite pas défendre parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et c'est une situation qui est assez atypique. Merci madame. Merci monsieur. Merci donc, à vous. Détroit Become Human. Et votre film, c'est Le sous-bois des insensés, hein, avec magnifique entretien avec le docteur Jean Houry. Merci d'avoir passé cette heure et quart avec nous. À la prochaine fois. L'écologie, oui, voilà, je dis l'écologie. Pensons écologie, c'est le moment ou jamais. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment. Il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.